Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler transmission de biens immobiliers avec Louise-Marie du cabinet Amaris. Salut Louise-Marie. Bonjour Mathieu. Très heureux de te retrouver à nouveau, cette fois donc pour parler de la meilleure manière dont vos clients pourraient transmettre leurs biens de leur vivant ou qu'est-ce qui va se passer après un décès pour cette transmission. Vous allez comme ça avoir des idées assez claires sur les différents impacts économiques et fiscaux des différentes possibilités de transmission qui existent. On va aussi essayer de vous donner quelques conseils sur vers quoi orienter vos clients selon leur profil et leurs souhaits. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Louise-Marie, je te laisse. Merci Mathieu et bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Effectivement, on va aborder un petit peu les solutions et les impacts surtout de ces solutions. Dès que vous avez des questions, le chat pour qu'on puisse apporter l'ensemble de réponses à l'issue. Et s'il y a des questions plutôt de dossiers personnels, il faudra prendre le temps en dehors de cette webconférence pour aborder ces sujets-là. La présentation. Mathieu, tu me confirmes qu'on voit bien? C'est bien, on voit bien. Super. Bon, rapidement, je pense que certains nous connaissent, mais pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, qui nous sommes tout simplement un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans l'immobilier. Aujourd'hui, on est 80 collaborateurs et on accompagne un peu plus de 1000 partenaires pour justement au quotidien apporter l'ensemble des connaissances et expertises sur le domaine de l'immobilier et de la comptabilité. On doit finir normalement l'année avec un peu plus de 20 000 clients pour un parc immobilier estimé à 30 000 lots. Donc, on a justement on est vraiment acteur dans ce domaine de l'immobilier pour accompagner les propriétaires qui réalisent de la location meublée, de la location vide en revenu foncier avec ou sans dispositif et tout investissement en société. Bien sûr, le but de ces accompagnements-là, c'est de libérer de toutes les tâches administratives et fiscales les propriétaires pour les prendre à notre niveau. Donc, comment on va aborder cette thématique? On va d'abord évoquer les solutions un petit peu du vivant pour transmettre et ses impacts, notamment par le démembrement, ensuite par l'apport en société et la vente à soins. La vente à soi-même, on va aborder ce sujet-là qui est un petit peu délicat, en tout cas pour certains. On va revenir, mais c'est aussi une solution. Et on va voir à l'issue un petit peu l'impact du décès et de comment on peut l'anticiper. Donc, quelques chiffres avant de commencer au niveau du démembrement. Il faut savoir, mais je pense que vous le savez, chaque contribuable peut effectuer une donation ou plusieurs le temps de son vivant, avec des abattements valables tous les 15 ans et en fonction du lien de parenté entre le donateur et la personne qui va recevoir cette donation. Et en 2018, parce qu'on n'a pas de chiffres plus récents que ça, mais seulement 18% des ménages ont reçu une donation, qu'elle soit financière et ou immobilière. Et la plupart, finalement, des donateurs étaient des personnes retraitées. Donc, on voit bien ici qu'il y a finalement très, très peu d'anticipation par les propriétaires parce que souvent, le décès, c'est un sujet tabou dans les familles. Donc, il ne faut pas hésiter à les sensibiliser au quotidien sur « Ok, vous voulez vous construire un patrimoine, vous voulez avoir des revenus complémentaires, mais demain, si vous êtes amené à décider qu'est-ce qu'il devient de ce patrimoine immobilier et vos héritiers, que devront-ils payer ?» C'est important de l'anticiper parce que l'abattement tous les 15 ans pour des donations, il faut en profiter, il faut s'en servir parce qu'entre un parent et un enfant, par exemple, c'est 150 000 € tous les 15 ans. Donc, on peut quand même en donner on peut donner des sommes financières ou des biens immobiliers de manière assez régulière si on commence assez tôt. Donc justement, ça, c'est un point, faut que vous ayez ça aussi en tête. Alors, vous le faites peut-être déjà, bravo. Si ce n'est pas le cas, ayez en tête que ce n'est pas très fréquent que vos clients, vos prospects, vos interlocuteurs soient au courant de tout ça, alors que c'est hyper utile, hein, cette franchise sur 150 000 €, et il faut en profiter.
Donc, ils seront toujours reconnaissants, intéressés par ce que vous pourrez leur expliquer sur le sujet. Donc, essayez de bien le maîtriser. Alors, vous verrez, ce n'est pas si compliqué que ça, hein, pour le coup. Et vous ferez comme ça facilement un très bon conseil sur le sujet. C'est ça. Et ça permet effectivement de demain de permettre une exonération sur les frais de succession. En tout cas, si les héritiers devraient en payer, on opère aujourd'hui pour économiser sur le long terme. Donc, en général, les propriétaires, même si ça leur paraît un peu abstrait de temps en temps, ils seront contents le jour où finalement, malheureusement, un décès arrive et que les héritiers n'ont plus grand-chose à payer parce que ça a été anticipé. Voilà, c'est important. Alors, Viviane croyait que c'était 100 000 € là. J'ai dit 150 ? Tu as dit 150. J'ai dit 150 et quand je l'ai dit, j'ai eu un doute. Mais alors, en fait, du coup… Tu doutes, en fait, tu sais plus. Okay. En fait, quand je l'ai dit, j'ai eu un doute. Révisez bien le montant parce qu'évidemment, si vous leur annoncez 150 et que c'est 100, ça fait moins bon effet. Alors, je vais vous dire tout de suite, et excusez-moi, c'est bien 100 000 €. Merci, ok, donc tout le monde confirme, c'est 100 000. Ça, c'est bien de vous avoir tous là, parce qu'il y en a qui savent. C'est que vous réagissez. Johan, merci, Christophe. Pardon, effectivement, c'est la rentrée. Ok, 100 000. Donc, ouais, 100 000, pardon. Mais voilà, 100 000, c'est quand même important, et c'est 100 000 par enfant, par parent. Donc, c'est important. Donc, justement, le démembrement, pardon, j'ai été trop vite. Le démembrement, c'est quoi? C'est simplement un acte qui permet de scinder la pleine propriété d'un bien en usufruit et en nue propriété. Si on met les termes latins face à ça, on va avoir l'usus, fructus et abusus, qui va permettre de distinguer le droit finalement de disposer du bien, de le transformer et de détruire si on le souhaite, plutôt de l'utiliser et de percevoir les fruits finalement de ce logement, donc des revenus éventuels suite à une mise en location, si c'était le cas. Donc on va vraiment dissocier le nu propriétaire et l'usufruitier. Normalement, les parents vont conserver l'usufruit qui va leur permettre soit d'utiliser le bien comme résidence principale, pourquoi pas, ou de mettre en location et de percevoir les revenus de ce logement. Évidemment, l'usufruitier, s'il perçoit les revenus, il est aussi redevable de l'impôt qui va en face. Si c'est en revenu foncier ou si c'est en revenu BIC, notamment pour la location meublée. L'usufruitier ne peut toutefois pas décider de revendre seul le logement. C'est bien une décision qui devra se prendre avec le nu propriétaire. Donc, à partir du moment où on démembre le bien, il faut être conscient que, pour la gestion du logement, l'usufruitier est libre de faire ce qu'il souhaite. Par contre, pour les gros actes, le nu propriétaire a son mot à dire. Donc, c'est à anticiper, en tout cas, si on a des actes importants. Donc, comment ça se passe? Un démembrement est ce que l'on peut démembrer. On peut démembrer soit de l'immobilier direct, un appartement, une maison, un immeuble, mais on peut aussi démembrer des parts de société, type des parts de SI, SRL Famille, SAS. Comment le notaire, notamment, va estimer la valeur de cette donation? On va déterminer, du coup, la valeur de l'usufruit. Et la valeur de l'usufruit, elle tient compte d'un barème qui est mentionné dans l'article 669 du Code civil, qui va dépendre de l'âge de l'usufruitier, un âge un âge révolu en tout cas, donc c'est bien 21 ans, 31 ans, 41 ans, jusqu'à 91 ans et plus. Donc plus l'usufruitier, donc plus en général les parents sont âgés, moins leur valeur d'usufruit finalement va valoir cher et donc plus ils vont pouvoir en donner à leurs enfants. Ce barème, je pense que vous le connaissez assez bien. C'est un barème qui est assez facile à retenir parce que plus on vieillit, moins l'usufruit est important et on va à chaque fois par dizaines en termes de pourcentage. En termes de location, quand les biens sont loués, vides ou meublés, forcément, ça a un impact au niveau du traitement. Alors, location vide, finalement, l'impact va être assez faible parce que l'usufruitier qui perçoit le revenu se doit de déclarer en revenu foncier ses loyers hors charge. Il déclare évidemment soit au microfoncier avec un abattement de 30%, soit au régime du réel en déduisant ses frais, alors pas tous, il faut bien prendre en compte ce qui est déductible en revenu foncier et les éventuels travaux d'amélioration et de rénovation dans le bien. Si des réparations, estimées de grosses réparations
doivent finalement être réalisées au sein du logement ou sur le logement, elles doivent être supportées normalement par le nu propriétaire. Et donc, l'usufruitier ne pourrait pas le déclarer dans sa déclaration. Enfin, en tout cas, dans sa déclaration. Finalement, le démembrement n'a du coup pas ou peu d'impact sur la location vide. En location meublée, c'est bien différent parce que, pour rappel, en location meublée, quand on déclare au régime du réel, on va pouvoir amortir notre logement. Sauf que là, aujourd'hui, notre bien, la propriété du bien a été scindée en nue propriété et usufruit. Donc, on ne va pas pouvoir amortir la pleine valeur du logement parce que l'activité elle est exercée par l'usufruitier, donc on ne va pouvoir amortir que le droit d'usufruit. Et cette règle, en tout cas, on a cette possibilité depuis 2019. Donc là, il y a 2 écoles, et après, je vais vous parler de notre position. Mais aujourd'hui, il y a 2 écoles à ce sujet. On va avoir les cabinets comptables qui vont amortir selon le barème précédent, celui-ci, sur la même règle finalement que va effectuer le notaire, et d'autres qui vont prendre l'usufruit économique, donc qui va tenir compte du rendement du logement qui est mis en location. Nous, aujourd'hui, chez Amarissimo, on a pris cette position d'amortir la valeur économique qui est plus intéressante pour le propriétaire parce que, on va le voir avec un exemple juste après, la base d'amortissement sera plus élevée du fait du rendement. Le calcul, je ne vais pas vous l'expliquer en détail, mais simplement, je l'ai noté pour que vous ayez une idée de comment on le détermine. On va tenir compte du rendement, comme je vous disais, donc entre les loyers, les loyers annuels divisés par le prix d'acquisition du bien, et on va tenir compte de l'espérance de vie de l'usufruitier selon les tables de l'INSEE. Pareil, ça, on ne l'invente pas. L'INSEE a des tables qui sont mises régulièrement un jour. Donc, en fonction de l'âge et du sexe, entre femmes ou hommes, on a des durées de vie différentes. Et ensuite, on opère un calcul justement pour déterminer la valeur de l'usufruit économique. Donc, en termes de chiffres, comment ça peut se retranscrire? Si on est sur une location meublée et qu'on part du principe que le logement vaut 400 000 € et on a un loyer annuel à 11 400 €. Le calcul, si on reste sur la base de l'article 669, donc du barème assez dégressif finalement que prendra le notaire, on va pouvoir finalement amortir 40% de la valeur du bien parce que l'usufruitière ayant 62 ans, son usufruit est estimé à 40%. Ça génère un amortissement du coup de 6 243 € parce qu'on l'aura amorti sur son espérance de vie à hauteur de 25,63 années. Donc, sur cette partie-là, c'est le calcul assez simple. Si on prend la valeur de l'usufruit économique, selon notre positionnement et la règle qu'on a vue précédemment, l'usufruit est estimé à 205 370 €. La durée d'amortissement est la même, ça ne change pas, donc ce qui génère un amortissement annuel à 8 013 €. Donc on voit déjà qu'on a un peu moins de 2 000 € d'amortissement en plus chaque année, donc ce qui est quand même bien plus favorable pour le propriétaire. Et pour le comparatif, quand même, en pleine propriété, si le démembrement n'avait pas été fait, on aurait pu amortir 13 600 € selon nos règles, évidemment, d'amortissement qui tiennent compte de la localisation du logement et d'une certaine ventilation entre les composantes du gros œuvre, de la façade et de l'agencement et installation générale et technique. Pardon. Donc, on voit bien que le démembrement, ça donne un avantage demain en cas de décès parce que les héritiers notamment auront déjà perçu une part finalement de la valeur du bien grâce à la nue propriété, mais fiscalement, aujourd'hui, il y aura aussi un impact pour les propriétaires. Donc, c'est important quand les propriétaires se disent « est-ce que je peux démembrer et quel serait l'impact sur ma déclaration d'impôt ?» de bien faire le calcul de l'amortissement qui est propre à l'usufruit économique pour voir si on est toujours dans une situation où finalement on ne paye pas d'impôt, comme 85% des cas de dossiers finalement en location meublée, ou alors est-ce que finalement cette baisse d'amortissement annuel du fait du démembrement nous fait payer un petit peu d'impôt. Donc on anticipe toujours cette démarche-là, on réalise des simulations avec les propriétaires pour voir justement l'impact que pourrait avoir ce démembrement. Dans la plupart des cas, on n'a pas d'impact parce que l'amortissement et les charges permettent d'annuler les revenus, donc il n'y a pas trop de sujet. Attention toutefois sur le démembrement sur un bien en location meublée, je pense notamment aux logements en résidence-service. Les logements en résidence-service, la particularité, c'est qu'on a de la récupération de TVA avec un engagement de 20 ans. Il faut savoir que l'engagement de TVA porte normalement sur le nu propriétaire.
Sauf que l'activité, elle, est réalisée par l'usufruitier. Donc, on voit bien qu'on dissocie le droit à la déductibilité de TVA de l'activité. Et c'est tout simplement incompatible parce que c'est bien celui qui exerce l'activité économique qui a le droit finalement de récupérer cette TVA. Donc aujourd'hui, c'est vivement déconseillé de démembrer un bien en résidence-service sous peine finalement de rembourser la TVA qui, pour les années en tout cas restantes, parce que l'engagement des 20 ans n'aura pas été respecté. Donc, il y a d'autres solutions si on veut transmettre un bien en résidence-service, on va le voir après, notamment par la société, mais le démembrement, évitez de le faire tout simplement parce que vous risquez de remettre en cause cet engagement de TVA. Plusieurs questions, s'il te plaît, sur les calculs déjà côté article 669 et usufruit économique. Les 40%, tu peux redire à quoi ils correspondent? Alors, les 40%, donc pour rappel, notre usufruitière a 62 ans. Donc, si on reprend dans l'article ici, alors j'ai... attendez. Parce que non, j'ai... c'est pas le bon taux, parce que 62 ans, c'est 50%. Je suis désolée, décidément. Et si elle avait 52 ans, en fait, c'est peut-être 52 ans, ça ferait... on est bien dans les 40%, c'est la colonne de droite ou de gauche, en fait, qu'il faut lire? Alors, pour l'usufruit, c'est la colonne de gauche. Donc, si l'usufruitière a 52 ans, la valeur d'usufruit, ça serait 60%. Et aujourd'hui, elle a 60, dans mon exemple, 62 ans, c'est bien 50% et non 40% comme c'est noté. Donc, 50% de la valeur, finalement, ça ferait 200 000 euros. 200 000 amortis sur 25,63 années. Donc, en termes de chiffres, si on actualise, ça fait 25,63, ça fait 7 803 euros d'amortissement annuel, ce qui est quand même plus faible finalement que l'usufruit économique. Mais c'est là où c'est important de regarder au cas par cas. Et le calcul dans l'usufruit économique, c'est la formule que tu décris ici, là, dans l'étape 1, c'est ça? Effectivement. Oui. Ça marche. Il y avait une question sur le démembrement de LMNP, alors hors résidence-service, puisque tu as annoncé que ça ne va pas trop le faire à cause de la récupération de TVA. Si je suis en location meublée, moi-même, et depuis 10 ans, c'est ça la question, qu'est-ce qui se passe si j'amortis, si je fais un démembrement après 10 ans? Donc aujourd'hui, effectivement, le bien est déjà amorti en pleine propriété dans le bilan. Ça fait 10 ans qu'on l'amortit. Demain, il y a un démembrement. Donc, ce sont des écritures comptables. Donc, si on est loueur meublé non professionnel, parce que ça va changer avec si on est pro, si on est loueur meublé non professionnel, le bien en pleine propriété va être sorti de l'actif pour ne réintégrer que l'usufruit. Donc, on aura amorti 10 ans. On va faire une sortie d'actif du bien et on ne va réintégrer que l'usufruit. Donc, l'usufruit étant intégré à ce jour, on va repartir sur un amortissement de l'usufruit comme qu'on a pu le calculer. Donc, on va finalement, c'est comme si on ne tenait pas compte de ce qui a été fait précédemment, même si il a déjà été amorti. Par contre, quand on est professionnel, une sortie d'actif entraîne forcément une plus-value professionnelle. Donc, quand on est LMP, attention pareil à anticiper, de se dire, si j'ai amorti pendant 10 ans, donc je vais sortir de l'actif finalement le logement pour le réintégrer, mais ça va me générer une plus-value professionnelle. Et pour rappel, la plus-value professionnelle, c'est plus-value court terme sur les amortissements pratiqués et plus-value long terme sur la réelle plus-value du logement. Donc, il faut avoir la trésorerie disponible pour le faire. Donc, certes, il y a peut-être un intérêt demain pour les héritiers, mais si c'est pour payer de l'impôt aujourd'hui, finalement, pour que la somme soit plus importante que le gain pour l'héritier, pareil, on anticipe toujours le calcul et la situation au cas par cas. Mais un LMP, si vous voulez faire un démembrement et que le bien est déjà amorti, voir avec le comptable quels sont les amortissements qui ont été pratiqués pour faire une estimation de la plus-value générée. Donc, en LMNP, donc non professionnel, l'amortissement recommence à plein. Oui. À partir du moment où on déclenche une propriété. Ouais, l'amortissement recommence, mais sur la valeur de l'usufruit. Donc, ça peut être intéressant puisque ça relance une série d'amortissements. En fait. Ça peut effectivement permettre à la fois de favoriser les héritiers pour baisser les frais de succession et de pouvoir régénérer de l'amortissement si on voit qu'on arrive un petit peu en fin
en fin finalement d'amortissement. Et je vois les commentaires et c'est pour ça que ça m'a fait un petit peu bégayer tout à l'heure. Pour moi, effectivement, en fait, ce n'est pas le calcul qui est faux, c'est le tableau qui a un décalage. Effectivement, 61 ans passés, c'est bien 40%. Parce que ça, en moyen mémotechnique, ça fait juste 61 plus 40, on arrive au 100%. Donc, il y a un décalage dans le tableau. Je le corrigerai pour vous le mettre à disposition. Je suis désolée de ce problème dans le support. Mais du coup, le calcul est bon. On est bien sur 51 ans, 50%, 61 ans, 40%, et ainsi de suite. Je suis désolée. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur ce sujet de démembrement? C'est tout pour l'instant. Okay. Donc, notamment pour... si en tout cas un démembrement n'est pas possible en nom propre, parce que on aurait déjà utilisé nos abattements de donation où on est sur un bien en résidence-service. On va pouvoir se dire, pourquoi pas apporter mon logement dans une société. Donc, l'apport dans une société, ça correspond à quoi? C'est ce qu'on appelle un apport en nature. Donc, c'est une mise à disposition d'un logement qui est autre finalement qu'une somme d'argent. Donc, on est bien sur un apport d'un bien immobilier, de quelque chose qui est physique. Donc, cet apport est effectué par une personne à une société dans laquelle il aura le statut d'associé. Les apports en nature forment, avec les autres apports qu'on pourrait avoir en numéraire, donc finalement en somme d'argent, forment le capital social de cette société. Donc, c'est là où c'est important d'être accompagné notamment par un comptable pour justement anticiper aussi cette création de société pour ensuite apporter ce logement. Donc, quand est-ce qu'on va pouvoir le rencontrer et les cas qui pourraient répondre à cette hypothèse? On peut avoir une personne qui souhaite transmettre un bien à ses enfants. Donc, la personne va créer notamment soit une SARL de famille, dans la plupart des cas, une SARL de famille ou une autre société si besoin, et il va juste apporter le bien. Ça permettra à ce que les enfants aient déjà des parts finalement, les parents ont le reste. Les enfants ayant déjà des parts dans la société, en cas de décès d'un des deux parents, ils n'hériteront que le restant des parts qui étaient propres à celui qui est décédé. On peut aussi le voir sous le besoin finalement de revenus complémentaires. Je prends toujours mon exemple de SARL de famille. Intégrer un bien dans sa SARL peut permettre finalement à tous les associés de récupérer une quote-part des revenus pour un complément de revenus. Donc, cette situation est un petit peu plus rare en général parce que le complément de revenus, il est bénéfique pour les parents plutôt que pour les enfants, mais on peut rencontrer aussi ce type d'hypothèse. Des personnes qui ont déjà utilisé leur abattement de donation, on va pouvoir transférer dans la société et donner du coup des parts aux enfants dès le départ. Ou alors, pareil, démembrer les parts de la société. Si on veut être juste père et mère dans la société, on va démembrer les parts au profit des enfants. Et pareil, en cas de décès, seulement la part de l'usufruit reviendra aux enfants. Et ensuite, sur un bien, notamment, je pense, à un logement qui profiterait d'un dispositif type Censi-Bouvard. Petit rappel, le Censi-Bouvard, c'est un logement en résidence-service qui profite d'une réduction d'impôt. Alors, ce dispositif est terminé depuis le 31 décembre 2022, mais le bien, du coup, n'était pas amortissable. Pour sa valeur inférieure à 300 000 et au-dessus, on pouvait quand même amortir le reliquat. Mais la valeur du bien permettait d'avoir une réduction d'impôt, donc comptablement, on ne pouvait pas l'amortir. On peut se dire qu'à l'issue de la réduction d'impôt, on n'a pas d'amortissement possible, donc forcément, il va nous coûter un petit peu d'impôt ce logement, sauf si on a d'autres biens meublés qui compensent. On peut décider de l'apporter dans une SARL et l'apport dans la SARL va permettre, pour le coup, vu qu'on change de propriété, de réamortir le logement et donc d'aller chercher finalement une fiscalité assez neutre. Alors, il ne faut pas que ça soit le seul argument parce que le seul intérêt fiscal pourrait être remis en cause sur la constitution d'une société. Mais bon, si on a les enfants en plus, on peut jouer effectivement sur la priorité de cet objectif, c'est la transmission. Et évidemment, on optimise fiscalement par le biais de la société quand même. Mais la fiscalité ne doit pas être l'objectif principal, c'est important.
Donc, au niveau notamment de cette opération, comment ça se passe? On va avoir plusieurs frais. Si on apporte un bien dans la société, on va avoir notamment des frais de mutation. Donc ça, les frais de mutation, c'est estimé à peu près à 5% de la valeur du bien et c'est payable par le propriétaire en nom propre. Parce que c'est le propriétaire qui souhaite apporter, c'est lui qui génère cette opération, donc il est redevable. Au niveau du prêt, finalement, on conserve les modalités existantes. Il n'y a pas vraiment de sujet à ce niveau-là. Et par contre, on va avoir une taxation sur la plus-value des particuliers à hauteur, finalement, de la plus-value réalisée. Évidemment, il y a des exonérations possibles en fonction pour durée de détention. Mais ça, c'est pareil, il faut l'anticiper pour voir si ça ne coûte pas, finalement, plus cher que le gain réalisé à transmettre. On doit valoriser le bien comment alors? Nous, on conseille de le faire valoriser soit par un notaire pour que ça soit vraiment un expert finalement de l'immobilier ou un agent immobilier agréé. Pareil, ça reste des prestations qui sont payantes, mais au moins, il n'y a pas de risque de remise en cause aussi de l'administration fiscale. C'est là où c'est important. Quand on fait cette opération, c'est de la sécuriser avec les experts qui vont bien. Donc, si on a besoin de faire estimer le bien, on paye peut-être une estimation, mais elle n'est pas requalifiable non plus par l'administration fiscale. Et la valeur départ, c'est une question d'avenir. Est-ce que c'est la valeur du bien moins le crédit en cours? Alors, en soi, non, parce que le prêt, il n'est pas supporté par la société. Le prêt, il est supporté en nom propre par l'associé. Donc, aujourd'hui, effectivement, la valeur des parts, elles vont être assez importantes parce qu'on va avoir le capital social, le capital notamment grâce aux apports qu'auraient pu faire les propriétaires et l'apport en nature, donc la valeur du bien. Donc, c'est là où il est important, si on veut intégrer les enfants, de le faire dans le bon ordre. Si on constitue la société, soit on met les enfants tout de suite dedans, parce qu'il n'y a pas de patrimoine immobilier, donc finalement, les parts, elles ne valent pas grand-chose. Ou alors, si on doit le faire après, si on fait une donation des parts, on profite des abattements pour donation par enfant pour pouvoir également les donner. Mais on essaie d'intégrer les enfants dès le départ, si on peut évidemment, pour pouvoir donner avec une valeur assez faible, tout simplement, ces parts de société. On peut le faire avec d'autres personnes que ses enfants? Alors, ça dépend de la forme juridique que l'on choisit. Si une SRL de famille, ça va être jusqu'au 2e degré, mais avec lien direct. Je prends l'exemple d'un couple qui ont une fille. Si cette fille a un concubin, par exemple, le concubin ne pourra pas intégrer la SARL de famille parce qu'elle n'a pas de lien direct avec les beaux-parents. Par contre, sur une SCI, une SAS ou autre type finalement de société, là, il n'y a pas de liens familiaux à avoir, donc on peut faire avec qui on le souhaite, même avec un ami, si on a envie, parce qu'on n'a pas d'héritier ou on n'a pas de famille, il y a ça aussi. Ça peut être très bien avec quelqu'un où on veut lui permettre, on veut lui léguer ce bien, mais on n'a pas de lien familial, donc finalement, on peut passer par la société et donner tout simplement ce bien, mais ça restera des frais quand même qui sont assez onéreux parce que la personne, les parts qu'il héritera, ça reste finalement comment on peut dire ça? J'allais dire un inconnu en lien de parenté, mais quelqu'un finalement qui n'a pas de lien, donc les frais de succession seront assez importants. Les enfants peuvent être mineurs, ça ne change rien aussi. Ça ne change rien, effectivement, on peut sans problème. Au niveau de la résidence principale, alors une SRL, par définition, c'est une société commerciale. Même si on a des liens de parenté, entre les associés qui nous permettent de rester à l'impôt sur le revenu, c'est une société commerciale, donc la résidence principale n'est pas tolérée dedans, tout comme un usage personnel et privatif. Je prends l'exemple d'une résidence secondaire. Si on fait de la location saisonnière, oui. Si on veut utiliser le bien à titre personnel et qu'on ne souhaite pas verser de revenus, c'est interdit parce que ça doit être commercial. Par contre, si on souhaite utiliser le bien, il faudra déclarer un loyer fictif lors du bilan, équivalent tout simplement au loyer marché que vous auriez demandé
un tiers qui serait venu sur cette semaine-là. Donc, attention toutefois, la SARL, c'est une société commerciale. Donc, on ne fait pas ce que l'on veut, finalement, dedans. On ne peut pas faire de SIIS. Il y a des questions sur le prêt. Je ne sais pas si tu as vu, Emmanuel, tu te demandes est-ce qu'on peut faire reprendre le prêt sur la société? En fait, il faudra voir avec la banque en question si le prêt peut être repris, mais ça risque finalement d'être un nouveau prêt au nom de la SARL. Donc, ça veut dire avec les modalités actuelles, sans tenir compte de ce que vous aviez pu avoir avant et au vu de l'augmentation des taux, finalement, ça risque de vous pénaliser pour finalement rembourser après le prêt qui avait été fait en nom propre. Donc, en soi, pourquoi pas, il faut voir avec la banque en question, mais financièrement, je ne suis pas sûre que ça en vaille le coup aujourd'hui au vu des taux qui sont applicables. David, quel est le plus intéressant fiscalement entre SIIS et SARL de famille? Alors, on change un peu de sujet et je ne pourrais pas donner une réponse, c'est ça ou ça, parce que ça dépend des objectifs de chacun. Fiscalement, si on regarde purement le taux d'imposition appliqué sur le résultat, c'est sûr que l'IS a un taux plus faible que la SARL de famille, vu qu'on est sur l'IR avec donc une tranche marginale d'imposition et des prélèvements sociaux, mais fiscalement, en cas de revente, l'IS est plus pénalisante que la SARL de famille. Donc, c'est au cas par cas, mais c'est un autre sujet. Ouais, et on a traité d'ailleurs, on a fait plusieurs masterclass sur le sujet des SCI et des SARL de famille. Donc, David, vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube Immobilier et Data de GridKick pour pouvoir regarder ça très en détail. Vous aurez toutes les infos. Donc, après, si on passe sur la vente à soi-même, ça, on entend beaucoup parler par des propriétaires qui ont acheté, par exemple, un bien il y a X années en nom propre. Et aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir un apport pour un nouveau projet. Certains se disent, je vais quand même conserver ce bien, donc je vais finalement le vendre à une société dont je serai finalement gérant ou associé. Comme ça, la société va me le racheter. Ça va me permettre finalement, si on prend le schéma qui est juste ensuite, ça va permettre que la société me verse la valeur du bien correspondante au marché aujourd'hui. Et cette valeur, après le paiement de ma plus-value, je vais pouvoir finalement en faire un apport pour mon projet actuel, si c'est pour une nouvelle résidence principale ou un nouveau projet. Là où il faut faire attention dans ce type de montage, c'est que si finalement le seul intérêt est toujours fiscal pour vraiment échapper à l'impôt, l'administration fiscale il y a un risque en tout cas d'abus de droit. Donc, si on reste sur les mêmes finalement propriétaires entre nom propre et société, quel est l'intérêt finalement, mis à part payer moins d'impôts ou autre, payer moins d'impôts en tout cas ou de taxation. Donc, il faut toujours se faire accompagner et c'est là où votre rôle avec vos clients, c'est de se dire pourquoi, si on le fait, pourquoi on le fait. Bon, certes, il y a le côté fiscal qui est important, mais il faut forcément qu'il y ait un autre intérêt. Par exemple, ça peut être justement pour mettre les enfants en associé majoritaire et les parents finalement en associé minoritaire dedans pour pouvoir leur transmettre. C'est important de trouver un autre motif que simplement le côté fiscal et optimisation parce que vous exposez en tout cas au risque d'abus de droit et ça serait dommage finalement de faire tout ça pour avoir un retour de l'administration fiscale qui finalement viendrait contredire toute la stratégie qui a été mise en place. Là, dans la première manière dont tu l'as présenté, je ne voyais pas l'intérêt par rapport à une vente réelle, par exemple. Sur le vendre à soi-même plutôt qu'à quelqu'un. Alors, pardon, excuse-moi, je n'ai pas compris. Donc là, si je comprends bien, tu disais que ça permet de récupérer le fruit de la vente et donc d'avoir un apport pour une autre opération, par exemple. Mais pareil que si je le vendais sur le marché, je ne le vends pas à moi-même, je le vends réellement. Alors oui, en fait, c'est ça. L'idée là, c'est quand même de conserver le bien dans son patrimoine, alors du coup plus en nom propre, mais au travers d'une société, parce que ça peut être un bien de famille qu'on souhaite conserver. Mais effectivement, factuellement, c'est une vente. Effectivement, on reste derrière la société finalement qui va racheter,
mais on procède à une réelle vente. On change juste de forme, finalement, de détention. Pareil, dans l'idée, pourquoi pas, d'intégrer les enfants et de récupérer à la fois la somme de la valeur, en tout cas, du bien aujourd'hui sur le marché. Ça permet de coupler deux objectifs, transmettre donc, au travers d'une société et de récupérer l'argent, minorer évidemment de la plus-value, mais ça permet d'avoir un double objectif pour le propriétaire qui souhaite récupérer en tout cas la valeur de son bien. Et comment la société se finance pour cette acquisition ? Tout simplement, donc, on constitue la société, elle va avoir l'établissement bancaire pour justement un projet d'achat. C'est assez classique, hein, c'est simplement une acquisition au travers d'une société avec des modalités, en tout cas de prêt, normalement, en fonction des banques, mais plutôt professionnelles. Et ce sont les mêmes démarches qu'une réelle vente, effectivement, à un tiers. Hein. Donc, au niveau des frais, du coup, je ne les ai pas détaillés, mais c'est une réelle vente avec frais de notaire, frais pour la société de se constituer, les frais de financement et la plus-value, du coup, en nom propre, parce qu'on revend le bien. Mais on a certains propriétaires qui vont vers cette solution-là pour justement récupérer la valeur de leur bien. Il faut que la propriété génère des revenus qui puissent rembourser le prêt. Oui. Donc ça, c'est une solution, je ne sais pas si au quotidien, vous la rencontrez beaucoup ou si vous la proposez à vos clients. Ça reste quand même par rapport aux deux précédentes, la moins pratiquée, parce qu'il y a ce risque, justement, d'abus de droit et c'est subjectif, en fait, de la part de l'administration fiscale. Donc, il faut se faire accompagner et comme le dit Sonia dans les commentaires, l'avocat fiscaliste, il peut avoir vraiment son intérêt là-dedans, dans cette stratégie. Mais il ne faut pas que le client se lance vraiment seul dans ce schéma-là, parce qu'en soi, rien ne l'empêcherait de le faire. Mais il faut anticiper, en tout cas, les impacts que l'administration fiscale pourrait avoir. Et David nous pose une question sur est-ce que, par ailleurs, il faut que le bien soit déjà entièrement payé ? Alors non, pas forcément. Si le bien, on a un prêt sur 20 ans et qu'on le revend au bout de 15 ans, les fruits de la vente vont permettre de rembourser le capital restant dû sur le prêt qui avait été généré à titre personnel préalablement. Mais ça reste une solution bien moins utilisée que les autres et où il faut vraiment, vraiment prendre des pincettes finalement sur cette stratégie-là. Donc, je l'évoque là, mais on ne va pas énormément en détail sur cette partie-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur… Est-ce que tu peux peut-être resynthétiser donc, les 3 cas et pourquoi on choisit l'un plutôt que l'autre, dans quel cas, quel profil de client, etc. Première solution qui est la plus simple à opérer, ça va être le démembrement, en tout cas sur les biens éligibles, évidemment, en profitant des abattements pour durée de détention. Ça, c'est une simple donation à faire aux enfants. On ne change pas la propriété finalement du bien, ça reste les parents. En général, on conserve l'activité locative, qu'elle soit nue ou meublée. Par contre, anticiper l'impact comptable s'il y a besoin. Cette solution… Quel intérêt de le faire, ça ? L'intérêt, ça va être de voir diminuer la valeur du bien au moment de la succession parce que les enfants seront déjà propriétaires finalement de la nue propriété. Donc, il n'y aura que l'usufruit qui va rentrer dans l'actif successoral. Donc, on aura forcément un actif moins important qui risque de générer du coup forcément moins de frais, en tout cas si on dépasse les seuils de taxation, d'abattement. Est-ce que ça répond à la question justement de un petit peu l'intérêt ou est-ce que vous avez des questions je fais une donation, je donne une nue propriété à mes enfants en gardant l'usufruit. Ça me permet de réduire la taxation au titre de la transmission parce que j'ai des seuils jusqu'à 100 000 € qui sont sans taxe. Et aussi, est-ce que ça marche comment après la taxation sur ce qui est
soumis à taxation en termes de donation. Est-ce que j'ai intérêt à le faire pour un montant plus faible lié à la nue propriété, ou est-ce que c'est moins taxé que si je lui donnais toute la propriété? En fait, ce qu'il faut regarder, effectivement, c'est en fonction de la valeur du bien, ce que je peux donner sans taxation, parce que, en fonction, effectivement, si on a plusieurs enfants ou un seul, et en fonction de la valeur du logement, il faut estimer, effectivement, parce que si on a un bien qui vaut 200 000 euros, mais on n'a qu'un enfant, ça veut dire que les premiers 100 000 euros vont être exonérés, mais les 100 000 suivants vont être taxés pour la donation. Donc, est-ce que justement ça vaut le coup ou pas de le faire? Justement, c'est là où vous avez tout votre rôle d'accompagnement dans ce schéma-là pour estimer est-ce qu'il y aura des frais ou pas à effectuer cette opération, et est-ce que c'est un bien, on attend 15 ans, on fait un second bien pour justement être vraiment sous les seuils de taxation, ou est-ce qu'on donne tout et auquel cas, on paye les frais au-delà des 100 000 euros par parent, par enfant. Voilà, faut, à mon sens, autant anticiper en avance pour profiter à chaque fois des 15 ans, si on a plusieurs biens immobiliers. Mais on a des propriétaires, on l'a déjà vu, qui veulent tout faire en une fois, quitte à payer les frais qui dépassent les abattements possibles. Ok. Donc ça, c'est le premier cas. Ensuite, sur l'apport en société, ça, on le voit notamment pour effectivement des propriétaires qui se disent en fait, aujourd'hui, je paye de l'impôt sur mon bien, j'aimerais le transmettre à mes enfants et j'ai déjà utilisé mes abattements de donation. Finalement, qu'est-ce qu'il me reste en termes de solutions? On peut aller justement sur l'apport dans la société. Comme ça, dans la société, il y a parents et enfants. Ça leur permet déjà de leur donner une part, une ou plusieurs parts de la société. Et on intègre le bien, on continue à le louer. Et après, en termes de gérance, c'est là où, en général, ce sont les parents qui sont gérants de la société pour prendre les décisions. Mais la société, on va être notamment sur, effectivement, quand on a déjà utilisé ces abattements, qu'il ne nous en reste plus, ou alors sur un bien, par exemple, un ancien dispositif en revenu foncier, type cellier, qui s'est terminé, le locataire est parti, qu'est-ce qu'on en fait? Si on le laisse en location vide, finalement, on va payer pas mal d'impôts, mais j'aimerais aussi le transmettre à mes enfants. Pourquoi pas l'intégrer dans une société pour soit faire du meublé et profiter des abattements tout en donnant à mes enfants, soit sur une société plutôt à l'impôt des sociétés et vraiment optimiser fiscalement en plus de la transmission. Donc, on va être plutôt en deuxième recours, finalement, sur l'apport dans une société après le démembrement. Question de Gabriel. Pourquoi la société permet d'aller au-delà de l'abattement? Je n'ai pas compris. Ouais, alors, je n'ai pas compris. Est-ce que, Gabriel, vous pouvez détailler notamment l'abattement de quoi, si possible? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Plafond de 100 000. En termes de donation. Oui, pourquoi, lorsqu'on a déjà utilisé tout le plafond de donation défiscalisé de 100 000 euros, pourquoi la société permet tu l'as présenté un peu comme ça. En fait, quand on va créer la société, c'est une coque vide. Donc, ces parts, finalement, elles ne valent rien. Donc, si on met tout de suite dans les statuts que les parents ont, par exemple, 98 parts et les enfants, si on en a deux, une chacune, en fait, la part de l'enfant va valoir strictement rien. Donc, ça permet de ne pas utiliser les fameux abattements pour donation. On intègre tout de suite l'enfant dans la société avant même qu'il y ait des parts et donc qu'il y ait une valorisation à leur transmettre. Donc, c'est là l'importance d'intégrer les enfants dès le départ et non pas, ça se fait quand même, mais non pas une fois qu'on a un bien dans la société, parce que oui, la société vaudra la valeur du logement notamment, et donc il faudra utiliser des abattements, mais on les aura déjà utilisés, donc on devra forcément payer des frais sur cette donation à hauteur de la valeur des parts. Je ne sais pas si j'ai été claire.
Simple. C'est pas le sujet le plus simple. Je vous l'accorde. Mais en tout cas, voilà, si on a déjà utilisé des abattements de donation et qu'on souhaite aller en société, il faut les mettre tout de suite, enfin, il faut mettre tout de suite les enfants dans la société pour qu'ils soient déjà détenteurs de parts, en tout cas. Et pourquoi tu dis une part? Pourquoi on ne fait pas 60-40 ou ce qu'on veut? Alors c'est libre vraiment de tout, comment dire, de toute décision. Ça peut être effectivement les parents qui ont une part chacun et les enfants le reste. C'est simplement après qu'on a le capital, notamment de la société. Donc, si on a un capital de 100 € et que l'enfant a 98 parts, bah, il faut qu'il apporte 98 €, tout simplement. Et les parents, 1 € chacun. Il faut juste qu'il ait financièrement la possibilité d'apporter la somme du capital représentant, à hauteur de ses parts. Et une fois que on apporte, donc on crée une coquille vide à 80-20 par exemple, ce qu'on veut, et après on apporte le propriétaire, donc les parents apportent le bien immobilier dans la société, et là la valeur du bien est répartie en fonction du capital. Oui. Donc on ne tient pas compte de qui apporte le bien. Bah, en fait, en soi, non, parce qu'on l'apporte à la société. Et effectivement, derrière, le bien, il va être détenu par la société. Donc, si c'est les enfants, finalement, qui ont 98% des parts, bah, effectivement, les enfants vont vont théoriquement être propriétaires au travers de la société de 98% du bien. D'accord. Mais c'est une donation, les propriétaires, ils ne reçoivent rien, c'est ça? Comment ça, les propriétaires? Un apport en nature, il y a le propriétaire qui apporte ça à la société. Imaginons que les parents, ils n'ont que 2% de la société. Ils apportent tout le bien immobilier, ils ne sont plus propriétaires, c'est la société qui est propriétaire, et ils n'ont rien reçu en échange. Ils n'ont rien reçu, c'est un apport. C'est vraiment, ils mettent à disposition leurs biens à la société. Alors, il y a des cas particuliers qui sont mentionnés où on ne va pas pouvoir forcément les. Donc, est-ce qu'Alain dit, en fait, ce n'est pas un apport, il faut le vendre à la société? Bah, c'est l'autre solution de la vente pour que le propriétaire récupère forcément une vente. Soit l'un, soit l'autre. C'est ça que tu dis. En fait, c'est ça. C'est soit il l'apporte et il ne récupère pas les fonds finalement de la valeur de son bien, soit il le vend réellement et là, il récupère la valeur de son bien, mais soumis à la plus-value des particuliers. C'est une donation gratuite du bien à la société. Il y a des frais de mutation, toutefois quand même, donc c'est pas gratuit non plus, mais ça reste quand même. Je comprends le terme donation à la société. Je vois où effectivement ce que vous avez en tête évidemment, mais effectivement l'apport est possible et on le voit assez régulièrement. Donc ensuite, si on n'a pas évidemment anticipé tout ce sujet-là finalement de transmettre et notamment en location vide, bon, simplement le bien entre dans l'actif successoral. L'activité locative, il n'y a pas d'impact notamment sur les frais. Les frais de succession. Simplement, la valeur du bien peut être vue un petit peu minorée, en général, si le bien est loué, mais il n'y a pas de grand impact. En location meublée, ça va être un petit peu différent, surtout si les propriétaires déclarent au régime du réel, parce que s'il y a un prêt face finalement à ce logement et que le propriétaire est amené à décéder, le prêt il va être remboursé par l'assurance et ce remboursement de capital va être par conséquent intégré au bilan comme un revenu exceptionnel. Donc l'année de revente, on aura un résultat qui tiendra compte forcément loyer, charges d'amortissement, mais capital aussi du prêt qui a été remboursé. Donc on peut vite se retrouver l'année de décès avec un résultat important et donc forcément de l'impôt à payer. Donc ça, beaucoup ne l'ont pas forcément en tête parce que ce n'est pas un sujet qui est régulièrement abordé. Donc aujourd'hui, certaines banques, après avoir échangé avec elles, pallient un petit peu ce problème grâce à des prévoyances.
notamment des prévoyances, enfin des capitales, hein, tout simplement, qui sera versé du coup aux héritiers, justement pour pouvoir combler les frais, enfin les impôts éventuels l'année de revente. J'ai un exemple assez concret où une certaine banque fait souscrire, enfin si le propriétaire est d'accord évidemment, fait souscrire une prévoyance à hauteur de 25% du capital, de l'emprunt, justement au cas où il y a un décès pour verser ce montant-là aux héritiers et donc pour qu'ils ne le subissent pas à ce moment-là. Autre solution qui existe mais qui n'est pas pratiquée, très 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 rarement, c'est finalement le bénéficiaire de l'assurance du prêt. Au lieu de mettre finalement les contractants, donc forcément les propriétaires, en soi, rien n'empêche de mettre finalement l'établissement bancaire en tant que bénéficiaire. Ça veut dire que le remboursement du capital ne passerait pas par le propriétaire pour être reversé à la banque pour le remboursement du prêt, mais il serait versé directement à l'établissement bancaire. En pratique, les banques ne le font pas. C'est pareil, on les a un petit peu questionnés sur cette solution-là et ils ne la mettent pas en place. C'est par défaut, c'est le propriétaire, c'était lui celui qui avait contracté le prêt, donc c'est lui qui récupère le remboursement en cas de décès. Donc c'est une solution, mais qui est très peu utilisée, qu'on ne voit en fait quasiment pas en pratique. Je regarde juste s'il y a des questions. Non. Ensuite, autre solution, en cas de décès, si l'activité de location meublée est exercée avec un statut de loueur meublé professionnel. Alors, est-ce que tout le monde nous entend? Pardon, je vois le commentaire de Jean de Saint-Pierre. C'est bon pour toi, Mathieu? Ok. Oui, c'est bon. Ok. Quand on a le statut de loueur meublé professionnel et qu'on est amené à décéder, il y a une possibilité d'avoir un report puis une exonération d'imposition si un de nos héritiers continue l'activité sous un statut professionnel lui aussi pendant au moins 5 ans. Là, on va aller chercher justement le report d'imposition puis l'exonération et c'est l'article 41 du CJI. Alors attention, c'est un report d'imposition. Ici, on n'a pas de report du côté social. Les cotisations sociales d'une plus-value professionnelle, celle-ci, par contre, reste due. Ici, on ne parle que vraiment de l'impôt. Mais on a ce cas de figure-là qui est envisageable. En pratique, nous, par exemple, au sein du cabinet, on ne l'a pas encore eu parce que ça reste quand même un cas assez particulier. Il faut que déjà le propriétaire soit LMP et en cas de décès, un de ses héritiers soit également LMP pendant au moins 5 ans. Donc voilà, ça reste des cas de figure assez, qui ne sont pas courants, mais ça existe. Est-ce qu'il y a... Je ne vois pas de questions sur le moment pour ça. Et ensuite, en société, évidemment, s'il y a un décès, les parts, en tout cas, de la personne décédée vont tout simplement entrer dans l'actif successoral. Et s'il y a eu un démembrement fait sur les parts, il n'y aura que le reliquat, en tout cas, qui sera imposé. Le remboursement du prêt, c'est le même schéma. Ce n'est pas la société qui est assurée au niveau du prêt, ce sont bien les associés. Donc, si un des associés vient à décéder, le prêt rentrera dans le bilan et donc il y aura l'intégration et un impôt sur ce remboursement-là. Par contre, l'avantage dans la société, c'est que l'activité ne cesse pas, elle va continuer. Alors, sauf si tous les associés décèdent, mais en soi, s'il n'y en a qu'un parmi eux qui est amené à décéder, les parts reviennent aux héritiers et l'activité continue. Donc, ça permet d'avoir une certaine continuité dans ce qui a été mis en place. Et c'est un des avantages de la société, c'est justement de pouvoir conserver l'activité existante, même s'il y a un des associés qui est amené à revendre ses parts ou à décéder, ça ne remet pas en cause ce qui est en place. Alors, pour Simon, le démembrement, il n'intervient pas sur le logement qui est dans la société, mais le démembrement intervient sur les parts de cette même société.
On a vu un petit peu comment anticiper ces sujets-là, un petit peu les impacts également. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Essayer de remonter un petit peu. Question d'Avner ou Bernadette, une dernière. Bernadette, est-ce que la personne doit être déjà LMP au décès ou il peut se... Hop là, pardon, ça a bougé. Où il peut se mettre LMP au décès. En fait, le statut LMP, ce n'est pas un choix. On l'a de fait quand on remplit les critères. Pour rappel, les critères, c'est avoir plus de 23 000 € de revenus de location meublée brut ou chargés, et que ces revenus de location meublée, finalement, sont les revenus principaux finalement du foyer fiscaux par rapport aux revenus d'activité. Donc, on peut le devenir dans le sens où, finalement, si avant décès, j'avais 2 biens, j'étais non professionnelle et grâce du fait du décès, j'hérite de 3 autres logements et par conséquent, mes revenus meublés sont supérieurs et donc je deviens professionnelle. Oui, là, du coup, on a une continuité d'activité professionnelle, mais ce n'est pas un choix. En tout cas, pour l'être et profiter du coup du report d'imposition et de l'exonération. Une question d'Avner aussi sur la reconstitution de la pleine propriété pour les enfants. Est-ce que ça se fait qu'après la succession ou est-ce que ça peut se faire avant? L'usufruit va revenir aux enfants, forcément, suite au décès. On ne peut pas on peut pas donner l'usufruit avant à ses enfants. Du coup, ça me met un doute, mais non. Alors, sauf si on repasse par une donation. Alors là, s'il y a un notaire qui est parmi nous, parce que c'est pas un sujet effectivement qui est comptable, donc je vais peut-être pas vous dire une réponse certaine, mais pour moi, l'usufruit, c'est sûr, avec le décès revient au nu propriétaire, mais du vivant, je ne suis pas sûre qu'on puisse donner l'usufruit. Démembrement, est-ce qu'il est possible aussi entre oncle et nièce? Ah oui, on peut donner effectivement à qui on le souhaite et simplement après les abattements pour donation qui sont plus ou moins élevés en fonction du lien de parenté. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois qu'on a fait un petit tour sympathique. Merci Louise-Marie. C'était assez technique, mais bien clair. C'est là où, pour conclure, d'un point de vue accompagnement client, c'est là où effectivement il faut leur en parler, il faut voir ce qui leur correspond aussi en fonction de leur situation. Et après, en fonction de si les biens sont loués, forcément faire le lien avec un comptable pour voir aussi l'aspect fiscal. Mais c'est vraiment complémentaire entre vous et nous sur ce type de questionnement pour ne rien oublier sur le côté transmission et fiscal. En tout cas, voilà, s'il y a la moindre question ou des sujets au cas par cas, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup. On a essayé de répondre à tous. Peut-être on a oublié quelques questions. Sonia, vous aviez reposé une question, mais n'hésitez pas à contacter Amaris directement. Ils sont joignables. Vous pourrez leur poser des questions en direct si vous le souhaitez. Merci encore, Louise-Marie. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.